Nom de Dieu, je ne ferai qu'un verre d'eau qui me plaise. La matière est la seule providence de l'esprit. Il me semble que c'est clair, transparent, limpide, contenant comme contenu, que l'allégorie habite ici un palais diaphane. Eh bien, tenez-vous-le pour dit, ainsi soit-il. Bu, à votre santé. Ah, un verre d'eau est une petite chose, vous trouvez? Eh bien, nous allons voir. Bien sûr que c'est une petite chose et pas la mer à boire. Et pourtant, il fut plus puissant, plus brutal et décisif un jour que la hache du grand Ferré. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que vous allez vous le tenir pour dit, que vous n'allez pas l'oublier, et que chaque fois que vous apercevrez un verre d'eau, vous frissonnerez légèrement, vous souvenant de la petite brutalité ci-dessus. Ceci posé, nous allons pouvoir nous amuser à notre aise des qualités délicates et précieuses du verre d'eau. Ce genre de censeur ne nous cassera plus les pieds du verre à pied, naturellement. Un pareil buteur, un pareil brutal faiseur de mauvais calembours, de pareilles turlupinades, osez nous parler de délicatesse. Pourtant, mes chers amis, un instant d'attention. Écoutez seulement ceci. Si les diamants sont dits d'une belle eau, de quelle eau donc dire l'eau de mon verre? Ici, placez la suite. Potable. Potable, dites-vous. Ce n'est pas si simple non plus. Et la suite. Et, in fine, le verre d'eau. Il me semble que c'est clair, transparent, limpide, contenant comme contenu. L'allégorie ici habite un palais diaphane. Ça va? Vie, va, vu? C'est lu? Lit, l'a lu? C'est bi? C'est bas? C'est bu? Fin du verre d'eau. Voilà. J'ai connu Francis Ponge par tel quel en 1960. Il avait 61 ans, moi 25, et l'entente fut immédiate. L'homme était tout à fait, tu l'as connu, merveilleux. Et ensuite seulement, j'ai découvert l'œuvre. Et toi, Christian Rist? Donc moi j'ai découvert l'œuvre d'abord et j'ai connu Francis Ponge en lui demandant l'autorisation de faire une mise en scène de son texte Le Savon. Et alors en 85? Je dirige un hommage à Francis Ponge au Festival d'Avignon et je te demande d'y participer ayant lu ton livre sur Francis Ponge. Et nous voici au Chambon-sur-Lignon. Pays protestant de l'origine. Il est peu de régions de France qu'au cours de ma vie j'ai plus fréquentées et dont je garde des souvenirs plus décisifs. Je veux dire qui ont plus profondément et plus durablement influé sur la direction prise par mon existence. Bien sûr aussi qu'en dehors des textes que vous citez, beaucoup d'autres, sinon tous, ont été inspirés par le Chambon, puisque c'est là que j'ai rencontré celle qui est devenue mon épouse. Lettre de Francis Ponge à Pascal Rioux, en décembre 86 et septembre 87. Il vient pour la première fois au Chambon l'été 1925, là où nous sommes, à Pannelier. Pannelier, alors, c'était une ferme et une pension de famille. Il y retournera avec Camus, un habitué du lieu, en 1943. La Fayolle, la bâtisse que louaient nombreuses familles les cousins Cambécédès. Tout près, au lieu dit Le Chaumort, la maison paysanne de 1927. Et la Suchère, été 37 et 38, en congé payé, où il compose le parti pris des choses. Enfin, les Glycines, les derniers séjours. En 68, Odette et Francis y sont avec leurs 3 petits-fils. La majestueuse silhouette
des hautes Cévennes nues et bleues, aussi nobles et sévères que les Apennins de Mantegna. Et quel temps, quel air, pour ces premiers plans de Van Gogh et ces fonds de Mantegna. Et nous passons du pays de l'origine au pays natal. Je suis né dans un pays méditerranéen, enfin le sud, le midi de la France, à cheval sur le Languedoc et la Provence. N'est-ce pas, d'une famille nîmoise, dont on sait que c'est la ville la plus romaine de France. Et ensuite, j'ai vécu toute ma première enfance à Avignon, c'est-à-dire encore la ville non plus la plus romaine, mais la plus italienne de France. Il est certain que je suis une herbe ou une feuille d'un arbre de ces régions. Ceci est très nettement sensible dans tout ce que j'écris, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont nés non loin de la Méditerranée, pas de doute, la beauté existe. Et quelle folie d'habiter loin d'elle. Quelle folie, quelle absurdité de s'en exiler. Ensuite, j'ai été, comment dirais-je, transporté ailleurs, n'est-ce pas, puisque dès ma 10e année, j'ai été transporté en Basse-Normandie, qui est un peu le contraire, si vous voulez, en France, de la Provence. Caen, la Normandie, dépaysement complet. Il entre en 6e au lycée Malherbe. Il découvre le latin. Il vénère Malherbe. Il est patriote en 1914. Mobilisé en 18, il devient antimilitariste. Libéré, il renonce à ses études. Le voici, socialo-anarchiste. Pendant mon enfance, j'étais, quant à la société adulte, si vous voulez, tout à fait innocent. Et les adultes qui m'entouraient, c'est-à-dire ma famille immédiate, n'est-ce pas, eh bien, c'était des gens très très bien. Je n'ai jamais cessé d'admirer, et non seulement de respecter, mais d'aimer mes parents, n'est-ce pas, qui me donnaient un exemple. Enfin, ceci peut paraître un peu bizarre, n'est-ce pas, parce qu'en général, on dit souvent que les vocations littéraires viennent du fait que, on ne s'est pas entendu avec sa famille et qu'on a une rancune qu'il faut absolument exprimer par la poésie ou par la littérature. Les 3 satires vont paraître dans la NRF quand, au mois de mai 1923, le père meurt. Drame absolu pour le fils, Francis, et pour la fille, Hélène. À quelque temps de ce deuil, une nuit, en forêt de Fontainebleau, Ponge écrit « La famille du sage ». Au bruit d'une source de nuit, sous une cloche de feuilles, un même arbre contre le tronc calme et froid, père, ainsi dans une chambre fraîche un jour ta présence nous fut. Tu étais froid, sous un seul drap voilé, une fenêtre ouverte. Quel équilibre, nous 4 ensemble, sans heure, tous assis, toi-même mieux encore reposé, étendu, mort. Quelle pure santé du verre feuillu, du sol et du liquide. Égale en nous coulait une eau en silence, du cou sans cesse dans le dos, jusqu'aux membres, sous l'herbe. Par la fenêtre sourde, un souffle versé du fond obscur du ciel essuyait sur les tempes des femmes la sueur du soir, et qu'une étoile aussi,
pareil à l'œil du Fils, s'avive. Sans le dire, tu en jouissais, Père. Il me paraît clair qu'on a beaucoup trop insisté, et pour des raisons très précises, n'est-ce pas, sur le fait que l'homme est une très petite chose dans l'univers et qu'il doit finalement se résigner ou s'en remettre aux décisions d'un créateur ou Dieu sait quoi. On a beaucoup insisté sur le mystère, sur la possibilité de comprendre pourquoi l'homme, pourquoi le monde, etc., bien sûr. Enfin, je pense que cela a été traité tout à fait à fond, mille fois, et par les philosophes, et par les poètes, et que Hamlet, bon, oui, bien sûr, enfin on a compris, ça va. Il est évident que si on prend ça comme un fait, bon, c'est entendu l'absurdité de l'homme, eh bien, et qu'on s'applique au relatif, c'est-à-dire qu'on place l'homme entre les deux infinis, n'est-ce pas, l'infini astronomique si on veut, et l'infini microscopique, à sa place dans l'univers. Tout le monde sait que nous ne voyons pas l'ultraviolet ou l'infrarouge, c'est entendu. Eh bien, plaçons-nous à notre barreau sur l'échelle et ne passons pas notre temps à regarder en haut ou à regarder en bas et faisons ce que nous pouvons faire à notre barreau sur l'échelle. Ce que nous pouvons le faire, je l'ai dit, à partir de la modification du langage, en changeant la conception du monde par le travail sur le langage. Octobre 1923, à Paris, Ponge mène une vie sentimentale agitée. Il éprouve toutes sortes de difficultés de langage et doit traverser quelques crises graves. Il se refait alors une santé loin de Paris, en Normandie, au Grau-du-Roi ou au Chambon. Or, Jean Paulhan et Bernard Grothuizen, ses aînés, il évite le milieu littéraire. C'est en 1930, pour peu de temps, qu'il rejoint Breton, Aragon et Éluard au premier numéro du surréalisme au service de la Révolution, où il écrit, par exemple, « Nous sommes à une époque de persécution. Dans l'ordre bourgeois, le miel de la production coule à flot, empoisse tout. L'esprit est au coin des rues, en pèlerine noire. Vraiment, croit-on que nous puissions avoir quelque chose de commun avec le siècle de la camelote, de la boîte à sardines? Le sabotage au-dessus de tout. Je crois à une révolution sans mémoire. Passons au déluge, contre Marx, Hegel et compagnie. » Mais il a rencontré au Chambon, en 1929, Odette, à 18 ans. Ils se marieront en juillet 1931. Auparavant, Ponge a dû se résoudre à travailler. Je suis entré dans une sorte de bagne qui s'appelait les Messageries Hachette, n'est-ce pas, un bagne de premier ordre, avec un patron, n'est-ce pas, que nous avons eu finalement, n'est-ce pas, il s'est suicidé. J'ai été secrétaire adjoint du comité des cadres au moment de 1936 et CGT, et c'est d'ailleurs peu de temps après que j'ai compris qu'il fallait adhérer au Parti communiste parce que c'était le seul qui en matière syndicale avait une action efficace. Armande naît en 1935. En somme, a-t-il pris le parti pris de vivre, d'approuver la nature et de tenir sa place dans la société.
Fin 1937, il est licencié, s'inscrit au chômage, trouve à regagner sa vie dans les assurances, cela jusqu'à la guerre. De l'été 1937, la petite suite Vivarese. Souvenir de la pension Grousson à La Suchère en juillet 1937. Jeune veuve aux épaules tombantes, un peu rougeaude et le chignon frisé, essuyant quelques casseroles et répondant d'une voix douce aux offres de commission à faire pour elle au Chambon, telle était Madame Grousson. Et sa belle petite Simone, au front bombé, aux yeux rieurs, aux joues timides, aux boucles châtains très sensibles, martyrisée hors de propos par le petit Raymond, au front bas et têtu. Tout le portrait de la photographie du père, paysan blond, étriqué, mort des suites des gaz de guerre, dans un cadre noir ovale suspendu au mur de sapin verni de la salle à manger étroite, à placard et table ronde, couverte d'une toile cirée, sur laquelle les gros plats étouffants se succédaient dans de grands saladiers de faïence, et les carafes d'eau claire et glacée puisées au préau de la source en contrebas, à 3 compartiments. Beurre et lait à rafraîchir, vivier à truite, lavoir, et vue de là, la maison cubique de solide grès et les volets gris et l'inscription. Héros Russier 1870, au-dessus de la porte, où la boiteuse Madame Brocoli encadrait sa robe bleu pâle, et Mademoiselle Micheline sa robe de jersey blanc à ceinture rouge, et son profil de brune de Saint-Étienne à teint mat, et Zizi, Lulu et René y passaient en courant avec à la main des publications pour fillettes ou quel canot de caoutchouc volant déplumé, et la petite voiture blanche d'Armande, portant son waterproof pervenche, était rangée sous la fenêtre, pendant qu'elle courait à perdre haleine derrière Mon ou Petit dans le pré, et Codette hésitait en souriant à l'appeler pour rentrer, la voyant s'amuser de si bon cœur, tandis qu'étendue dans l'herbe, sous la lisier, ma tasse de café près de moi, je dépliais l'ordre ou l'humanité que venait d'apporter le facteur à bicyclette avec sa sacoche, dévalant maintenant dans l'air frais la côte conduisant à Poutran, après s'être arrêté à l'épicerie Picot. Et les cailloux pointus roulaient sous nos pas, tandis qu'Armande voulait que nous laissions dévaler sa voiture, et courait derrière en poussant des cris de joie, ou bien, lorsque nous étions très chargés, nous demandait, en faisant le geste de croiser les mains, de la porter sur la chaise. Et il fallait lui promettre de le faire sitôt arrivé sur le pré triangulaire d'herbe bien verte et bien serrée, à l'entrée de la maison de mademoiselle Zénie Lebras, que je n'ai pas le temps de commencer ce soir à décrire, car il est déjà 10h30, et demain à 6h30, ce sera le réveil pour le départ au bureau, après la tasse d'Elesca minute et les croissants que j'ai pris chez le boulanger juif allemand de la rue de Romainville ce soir avant de rentrer. Il y a dans le travail artistique c'est un mot, le travail littéraire, le travail sur la langue, comme sur les couleurs ou je sais quoi, des possibilités de succès relatif. Et nous pouvons perdre notre, comment dirais-je, notre complexe d'infériorité par rapport à la nature, au monde, puisque nous pouvons le refaire métalogiquement et non pas métaphysiquement. N'est-ce pas? Nous pouvons refaire des objets, nous pouvons refaire la nature et Dieu sait quoi, simplement en faisant des textes ou des tableaux ou des peintures. Alors, quelle raison, n'est-ce pas, nous pouvons le refaire à tous les sens du mot, même au sens argotique. Il m'a refait, il m'a eu, il m'a possédé. Hein. Nous pouvons le faire. Et c'est une source, évidemment, de satisfaction relative, mais qui doit nous dépendre de tout complexe d'infériorité par rapport. Il faut replacer l'homme à sa place dans la nature, elle est assez haute. Et ce bonheur, à mon avis,
n'est possible que si on a atteint à une certaine simplicité, à une certaine clarté dans l'expression. Et ça encore, c'est contre la poésie qui recherche l'obscurité. Le bois de pin fut écrit à partir du 7 août 1940, dans un bois près de la Suchère, hameau de la Haute-Loire, où l'auteur, après un mois et demi d'exode sur les routes de France, venait de retrouver sa famille. L'auteur demeura près de 2 mois à la Suchère, mais sur ce même carnet de poche qui constituait alors tout son stock de papier, rien ne se trouva écrit que ce texte. Que de choses j'aurais à écrire, 20 août 1940. Que de choses j'aurais à écrire si j'étais un simple écrivain. Et peut-être le devrais-je. Le récit de ce long mois d'aventure depuis mon départ de Rouen jusqu'à la fin de l'Exode et mon arrivée au Chambon. Aujourd'hui, par exemple, la relation de ma conversation avec Jacques Babu. Chaque jour, celle de mes promenades et méditations, ou d'autres conversations semblables ou différentes, la peinture des gens qui m'entourent, qui traversent ma vie, et à qui j'ai prêté attention à quelques titres, mes réflexions sur la situation politique de la France et du monde, en un moment historique si important, celle sur notre propre situation, notre incertitude du lendemain. Mais quelques défauts m'en empêchent, qui n'est pas seulement paresse ou peur de la difficulté. Il me semble que je ne pourrais m'intéresser exclusivement, comme il le faudrait pourtant et successivement, à aucun de ces sujets. Il me semble qu'à entreprendre l'un d'eux, j'aurais aussitôt le sentiment qu'il n'est pas essentiel, que j'y perds mon temps. Et c'est au bois de pin que je reviens d'instinct, au sujet qui m'intéresse entièrement, qui accapare ma personnalité, qui me fait jouer tout entier. Voilà un de ces seuls sujets où je me donne, ou perds de tout entier, un peu comme un savant à sa recherche particulière. Ce n'est pas de la relation, du récit, de la description, mais de la conquête. Il se met à écrire en vers. Alors il cherche obstinément, à sa manière, le ton, la posture, l'accroche. Alors ça commence comme ça, par exemple, le bois de pin. Alpestre brosserie entourée de miroirs, aux manches de bois pourpre, haut touffu de poils verts, dans ta pénombre chaude entachée de soleil, vint se coiffer Vénus, sortant de la baignoire où marine ou lacustre aux bas-côtés fumantes, d'où l'épaisseur au sol élastique et vermeil des épingles à cheveux odoriférantes, etc. Puis ensuite, l'alpestre brosserie, entourée de miroirs, aux manches de bois pourpre, au touffu de poils verts, et ensuite, la haute brosserie, entourée de miroirs, aux manches de bois pourpre, au touffe de poils verts, dans son peignoir, pénombre entachée de soleil, sèche aussitôt Vénus, sortant de sa baignoire. Flotte l'écharpe oblique au tissu sans sommeil. Ponge et les siens ont passé toutes les années de l'occupation en zone sud. Il est dans la résistance. 2 de ses très proches camarades y trouveront la mort et il participe aux revues anti-nazies. Le parcours des choses apparu en 1942. Sartre, à la Libération, en fait un article fleuve. En 1944, de retour à Paris, Ponge est célèbre, mais très vite il se retire du jeu, s'éloigne de Sartre, de Camus, et quitte le Parti communiste. Il va en somme jusqu'aux années 60 poursuivre son chemin à l'écart et d'une certaine façon seul. Je vous disais que je travaillais un peu contre ce qui avait été fait jusqu'à présent. Eh bien, oui, pourquoi? Parce que l'homme a fait l'objet de millions de bibliothèques depuis que la littérature existe. Enfin, il n'est question que de l'homme et de la femme, et puis du ménage à trois, enfin n'importe quoi, enfin toujours de l'homme, de l'homme, de l'homme, de l'homme.
eh bien, j'en avais un peu la nausée. Enfin, je trouvais que vraiment il fallait sortir de ce manège et que, par exemple, on n'avait jamais parlé de l'abricot, de la figue, de la, je sais pas quoi moi, du cendrier. Sinon de la façon la plus épisodique, enfin. Voilà une autre raison, n'est-ce pas? Une autre raison, cet ennui de l'homme, considéré comme le seul sujet possible, et le goût aussi des objets, parce qu'il se trouvait que les objets, et les objets les plus familiers, me paraissaient mériter non pas seulement une définition dans le dictionnaire, si vous voulez, mais une définition un peu sensible. Quand je dis que si je vais au fond des qualités des choses, je permets à l'homme d'augmenter le nombre de ses qualités. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on offre des possibilités de caractère, de sentiment. Vous comprenez? Avant, on disait de quelqu'un, il a le cœur comme une pierre. Ça voulait dire dur. Et c'est parce qu'on se bornait à la qualité de la dureté quant à la pierre. Mais si on va à la pierre, et si on cherche les autres qualités que la pierre a, en plus de la dureté, vous comprenez, on ne pourra plus dire, comme un lieu commun, elle a un cœur de pierre. Vous comprenez? Parce que si on arrive à changer l'idée de la pierre dans l'esprit de l'homme, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement dure, mais bien autre chose, on aura changé tout, la morale aussi. Rome des fougères. Dessous les fougères et leurs belles fillettes, ai-je la perspective du Brésil. Ni bois pour construction, ni stère d'allumettes. Des espèces de feuilles entassées par terre qu'un vieux Rome mouille. En poussent des tiges à pulsations brèves, des vierges prodiges sans tuteur, une vaste soulerie de palmes ayant perdu tout contrôle, qui cache 2/3 chacune du ciel. Je vise toujours au texte court. Au début, je déchirais les brouillons. Et je me suis aperçu ensuite, probablement parce que je devenais de plus en plus difficile quant à, justement, de plus en plus scrupuleux. Je me suis aperçu que, d'une part, les textes courts auxquels j'aboutissais ne me plaisaient pas tant, d'autre part qu'ils avaient un caractère de bibelot, enfin, qu'ils étaient, on avait finalement peut-être assez raison de les nommer des poèmes. Parce que, justement, ils tenaient dans la page, c'était des objets poétiques. Or, je ne me veux en aucune façon, et je ne veux pas, être un fournisseur de poèmes. Ça, je m'en fiche éperdument, je ne veux pas le faire, vous comprenez? Alors, comme je pense toujours que l'objet que je décris est plus intéressant que ce que je peux fournir à son propos. Je cherche à atteindre la réalité de l'objet, enfin la réalité, c'est une façon de parler, mais il me faut plusieurs tentatives. Et au lieu finalement de donner des textes courts, brefs, et qui ont l'apparence de choses terminées, de choses closes et données comme telles, je préfère parfois donner la relation de mon échec. C'est-à-dire c'est une suite de brouillons tout à fait authentique, n'est-ce pas? Parce que je donne vraiment tout ce que j'ai pensé à propos de l'objet, mais c'est daté tel jour, tel autre jour, tel jour suivant, etc. Mais chaque jour, moi, j'essaye d'arriver au texte.
Pourquoi j'ai écrit? Alors ça, c'est probablement assez complexe et je ne saurais pas le définir moi-même. C'est peut-être parce que rien ne m'intéressait d'autre, enfin que je ne voyais pas quelle autre activité je pouvais avoir. C'est aussi parce que les héros littéraires ou artistiques étaient pour moi des exemples, alors que les héros militaires ou politiques ou Dieu sait quoi ne l'étaient pas. Enfin, ça ne m'intéressait pas. C'est évidemment pour arriver à une certaine situation, à un certain pouvoir, vous comprenez? Et que je pense que le pouvoir qu'obtient, le pouvoir de la parole, et de celui qui sait, non pas comme un orateur, mais comme quelqu'un qui écrit des textes qui sont faits aussi bien pour être lus que pour être écoutés, pour être relus plusieurs fois. Il me semble que le fait, la révolte contre l'état de choses est entrée pour beaucoup, à ma volonté, de placer les mots dans une situation qui soit autre chose que la propagande, l'idéologie, voire la philosophie. Il s'isolait du monde pour écrire de vous, enfin de sa Oui. femme, de sa fille. Ah oui, Il tout à se fait. mettait tout Ah à oui, fait à ah oui, l'écart. ah oui, ah oui. C'est assez curieux parce que les photos, beaucoup de photos que tu connais, on le voit travailler un peu partout, au bord d'une rivière, au bord de la mer. Moi, je l'ai vu aussi travailler dans le bois de pin au Chambon. Mais en réalité, je l'ai surtout connu donc après la guerre, et ici, dans ce bureau, travaillant la nuit, seul, tranquille. Justement, le matin, il fallait faire très attention au bruit que l'on pouvait faire pour ne pas le déranger, soit qu'il dorme, soit qu'il travaille. Après le déjeuner, souvent, il se retirait dans cette pièce pour travailler, disait-il, mais c'était souvent pour faire une petite sieste et fumer cigarette sur cigarette, passer l'après-midi souvent comme ça. Il faut dire aussi qu'il voyait énormément de gens, qu'il avait beaucoup de rendez-vous, qu'il sortait volontiers marcher dans Paris. Il adorait marcher dans Paris. Souvent après le dîner, parfois en fin d'après-midi, comme pour s'oxygéner, tu vois, sachant que après le dîner, ça allait être la tabagie ici, dans cette pièce qui n'est pas grande, et pour travailler, quoi, toute la nuit. Il était entouré de gens très connus, Pollan, enfin toute la NRF, ensuite telle quelle, mais il y avait des peintres, il y avait des Giacometti, Picasso, Braque. Enfin, je me souviens quand je l'accompagnais, ça n'a pas été très souvent, mais enfin, je l'ai accompagné chez Braque à plusieurs reprises, une ou deux fois chez Picasso. Enfin, je me rendais bien compte que là, c'était des gens qu'il fréquentait, mais d'une manière toute naturelle. Enfin, c'était encore une fois une chose normale. Donc ça le situait par rapport à une époque. Première collaboration, 1945. 44 44 avec même. Dubuffet, matière et mémoire. Il s'agit de la mémoire de la pierre lithographique, n'est-ce pas? Oui, matière et mémoire ou les lithographes à l'école. Alors l'un des chefs-d'œuvre de la collaboration entre un écrivain Avec et un Braque, peintre, c'est oui. Braque, les 5 sapates. Ça, c'est un ouvrage auquel il a beaucoup travaillé d'un point de vue de typographie, d'encre. C'est un livre objet auquel il a beaucoup collaboré. Fautrier, votre grand ami de proche. Plus tardif, l'asparagus.
le livre plus tardif, mais l'amitié... L'amitié très ancienne. Très ancienne. Voilà. Et enfin, Picasso. C'est à coup sûr son nom qui, au siècle des siècles, demeurera comme le drapeau de celui-ci. Et il faudrait encore nommer les sculpteurs, Germaine Richier, Giacometti, Fenosa et beaucoup d'autres peintres. Véritablement, il y avait un fourmillement autour de lui et à la maison, donc maman recevait toutes ces personnes. D'autre part, longtemps, vous n'avez pas été très riche. Non, mais ça n'avait peut-être pas de relation. Ça n'avait pas de relation. Et ça n'avait pas de rapport, enfin. Et ça allait assez bien avec le statut aussi d'artiste, enfin. Hein? Un artiste riche, c'est un peu douteux peut-être, je ne sais pas. 1960, le poisson de Dubuffet s'en va. Le poisson sur la porte et l'entourage, l'ancien entourage de Divan, oui. Ce qui permet à Francis d'acheter sa première voiture, une 2 chevaux. Et vous êtes allé au Chambon en 2 chevaux? Oui, oui, oui. Francis avait une voiture à ce moment-là. Oui. Et vous vous rappelez le pré de Champegrenouille? Champegrenouille près du Lignon, là? Oui. Oui, oui, oui. J'aimerais bien y retourner. Oui, mais c'est entendu, on y retourne. Ah oui? On descend au Mas cet été en passant par le Chambon. Ah, oui. Je veux bien. Voilà, marché conclu. Oui. Et les bois au Chambon, les bois de pin. Oui. J'ai peur un peu de ce qu'on va voir, d'après ce que nous avions pensé. Et puis, Oui. je sais pas. Et oui. Vous venez, Jean? Je viendrai volontiers. Eh ben, c'est ça. Très volontiers. C'est 2 chevaux. Disons que Dubuffet la lui aura payé. Et il vient aussitôt au Chambon, avec Odette bien sûr, pour retourner partout où il s'était allé et découvrir, par hasard, le pré. Autour du monument, pierre placée pour l'ombre, l'air circule très pur, quoique très habité. Dans cette ombre, le corps enfin se dénouant a convoqué les vers pour son arrangement. Ils l'ont débarrassé d'un fangeux oreiller, puis ils ont retiré leur présence inutile. Tes os se sont enfin installés en leur boîte. Ils adhèrent sans gêne à cette couche droite qui, pour ce pur débris, ne paraît plus étroite. Je peux rouvrir les yeux sur ta transformation. Elle ne m'émeut plus, si complète soit-elle, m'ôte le désespoir de ta forme mortelle et me satisfait mieux que tes anciens portraits. Il y a 10 ans, je n'ai pas osé aller au cimetière protestant de Nîmes, toi. Oui. J'y étais. Tu y étais. Et de loin, je me suis rappelé le monument. Et tu as lu Le pré.
Le pré. Que parfois la nature, à notre réveil, nous propose ce à quoi justement nous étions disposés, la louange aussitôt s'enfle dans notre gorge, nous croyons être au paradis. Voilà comme il en fut du pré que je veux dire, qui fera mon propos d'aujourd'hui. Parce qu'il s'y agit plus d'une façon d'être que d'un plat à nos yeux servi, la parole y convient, plutôt que la peinture qui n'y suffirait nullement. Prendre un tube de verre, l'étaler sur la page, ce n'est pas faire un pré. Ils naissent autrement. Ils sourdent de la page, et encore faut-il que ce soit page brune. Préparons donc la page où puisse aujourd'hui naître une vérité qui soit verte. Parfois donc, nous mettons aussi bien par endroits, parfois notre nature, j'entends dire d'un mot la nature sur notre planète, et ce que chaque jour à notre réveil nous sommes. Parfois notre nature nous a préparé un pré, nous a préparé à un pré. Mais qu'est-ce qui obstrue ainsi notre chemin? Dans ce petit sous-bois, mi-ombre, mi-soleil, qui nous met ses bâtons dans les roues? Pourquoi dénoter su en surplomb sur la page, dans ce seul paragraphe, tous ces scrupules? Pourquoi donc, vu d'ici ce fragment limité d'espace, tiré à 4 rochers ou à 4 haies d'aubépines, guère plus grand qu'un mouchoir, moraine des forêts, ondée de signes adverses, et de l'orage initial suite douce, en appel ou réponse unanime, anonyme à la pluie? Ce pré nous semble-t-il plus précieux soudain que le plus mince des tapis persans? Quoi qu'il en soit, l'orage originel a longuement parlé. L'orage originel n'aura-t-il donc en nous si longuement grondé, seulement pour qu'enfin, car il s'éloigne, n'occupant plus que partiellement l'horizon bas où il fulgure encore, seulement pour qu'enfin, parant au plus urgent, allant au plus pressé, nous sortions de ces bois, passions entre ces arbres et nos derniers scrupules, et quittant tout portique et toute colonnade, transportés tout à coup par une sorte d'enthousiasme paisible en faveur d'une vérité aujourd'hui qui soit verte, nous nous trouvions bientôt alités de tout notre long sur ce pré, dès longtemps préparé pour nous par la nature, ou n'avoir plus égard qu'au ciel bleu. L'oiseau qui le survole en sens inverse de l'écriture nous réveille au concret. Et sa contradiction, accentuant du pré la note différentielle quant à tel près ou près et au près de prairie, sonne brève et aiguë comme une déchirure dans le ciel trop serein des significations. C'est qu'aussi bien le lieu de la longue palabre peut devenir celui de la décision. Des deux pareils arrivés debout, l'un au moins, après un assaut croisé d'armes obliques, demeurera couché
d'abord dessus, puis dessous. Voici donc sur ce prêt l'occasion, comme il faut, prématurément, d'en finir. Messieurs les typographes, tirez donc ici, je vous prie, le trait final. Puis dessous, sans le moindre interligne, couchez mon nom, pris dans le bas de casse, naturellement, sauf les initiales, bien sûr, puisque ce sont aussi celles du fenouil et de la prêle qui demain croîtront dessus.